Michel Salamon, merci d'avoir répondu à l'invitation de la web radio de l'Université de Limoges et de vous prêter au jeu de l'interview à propos d'un ouvrage paru en septembre 2010 aux presses universitaires de Limoges et qui est intitulé de manière surprenante et un peu provocatrice peut-être, La mort interdite. Et lorsque l'on va à la quatrième de couverture, on voit que vous avez un parcours très peu banal, à savoir que vous avez commencé avec l'astronomie, c'est-à-dire une science dure qui s'occupe d'objets excessivement lointains, et vous êtes passé ensuite à la philosophie et l'histoire des sciences. Et vous enseignez d'ailleurs, ce qui est rare, à la fois à la faculté des lettres et sciences humaines et à la faculté de médecine. Alors voilà une première question. Comment fait-on pour passer en fait de l'astronomie à la philosophie à l'histoire des sciences? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier également de m'avoir invité pour cette émission. Et alors pour répondre à votre première question, c'est vrai que l'astronomie est souvent présentée comme ça, c'est-à-dire comme une science dure, mais pour moi c'est d'abord une passion. Euh, depuis l'enfance, je me plais à observer le ciel et il y a un chemin qui mène naturellement de l'astronomie à la philosophie, puisque ici et là, il est question de contemplation finalement, comme on le sait depuis les Grecs. Mais si j'ai quitté à un moment donné le domaine de l'astronomie et mon travail au planétarium de Strasbourg et à l'observatoire là-bas, c'est que il y avait un appel particulier du côté de la philosophie. Est-ce que l'on peut préciser en fait le contenu de cet appel ou la motivation de cet appel vers la philosophie? Bien, une partie des questions qui étaient posées par le domaine de l'astronomie, l'investigation notamment cosmologique sur le Big Bang ou la définition de la matière, sont des questions très complexes, très lourdes, et qui appellent soit des réponses de type, je dirais, purement positiviste, d'un point de vue scientiste, soit des perspectives plus épistémologiques. Et je dois vous avouer que très vite, je me suis passionné pour l'aspect épistémologique de ces questions, car en même temps, l'astronomie est un domaine qui évolue très très vite et qui continue à évoluer à très très grande vitesse. Euh, les, c'est pas simplement les calculs ou les mesures, l'augmentation de la taille des télescopes, c'est même le changement des paradigmes qui sont utilisés font que on a parfois l'impression d'être submergé par les, les mesures et les calculs et n'avoir pas toujours la distance critique, parfois même philosophique, disons, pour avoir conscience de ce qui est à la fois la complexité et la beauté aussi de notre univers. Et d'ailleurs, ça m'amène effectivement à une remarque sur la page de garde de l'ouvrage. Il y a en très gros caractères sociologie. Quand on ouvre l'ouvrage en question, le vôtre, il y a une préface d'Yvon Lamy qui a créé donc à la faculté des lettres et sciences humaines de Limoges le département de sociologie. Or, le lecteur est évidemment très surpris de ne pas trouver un ouvrage de sociologie, mais un ouvrage de philosophie, écrit par un philosophe. Euh, enfin, un ouvrage de philosophie écrit par un philosophe, c'est quelque chose que je ne dirais pas, parce que je ne me considère pas comme un philosophe, bien que j'enseigne la philosophie, c'est vrai. Le, le mot philosophie me paraît inadéquat. Euh, je me plais
à essayer de penser des problèmes de nature philosophique et de le faire avec des étudiants, de partager une expérience philosophique avec eux. Mais à aucun moment je n'aurai la prétention d'être moi-même philosophe ou professeur de philosophie, bien que j'enseigne encore une fois la philosophie. C'est un livre qui a un caractère philosophique, certainement, c'est sûr, mais il n'avance aucune thèse à proprement parler. Il y a ici et là quelques tentatives de déconstruction de certains problèmes, notamment liés à l'euthanasie. Mais pour autant, je pense que un sociologue ou un anthropologue aurait pu tout aussi bien faire ce travail qu'un philosophe à proprement parler. Mais j'ai remarqué, parce que nous avons cette culture philosophique en commun, j'ai remarqué que les références philosophiques étaient très nombreuses, continues, permanentes au cours de l'ouvrage, et je n'ai pas véritablement trouvé de références proprement sociologiques. Avec, vers la fin de l'ouvrage, une densification de références à Georges Bataille, ce qui est encore autre chose. Oui et non, puisque Georges Bataille est en même temps un des fondateurs du collège de sociologie. Et ce qui m'intéresse de plus en plus au fil des années, est de travailler de manière transversale à la fois les écrits sociologiques, philosophiques, scientifiques aussi. Et en fait, je ne suis spécialiste d'aucune discipline, d'aucune matière, ni d'aucune thématique. Mais ce qui me plaît, c'est d'être au carrefour justement de tous ces savoirs passionnants. Non, mais c'était autrefois la définition de l'honnête homme cultivé qui ne se pique de rien en particulier, mais qui tire profit au fond d'un certain nombre de disciplines, enfin qu'il mobilise pour sa réflexion. Alors vous savez sans doute que bon, à la faculté des lettres et sciences humaines de Limoges, bon, il y a une discipline bien développée qui s'appelle la sémiotique, qui s'occupe donc de la signification, qui s'occupe du sens, et il me semble que l'ouvrage s'interroge justement sur le sens aujourd'hui de la mort et du passage de la vie à la mort, mais je n'ai pas trouvé, mais ce n'est pas du tout un reproche, c'est un simple constat de référence au fond à la sémiotique, alors que la question du sens est lancinante quand on parcourt l'ouvrage. Il y a, je dirais, pour essayer de répondre à votre question, qui est une question redoutable, sur la question du sens et de la définition du point de vue sémiotique, il y a, je dirais, en me risquant un petit peu, trois définitions possibles de mon point de vue pour la mort. Il y a la mort qui est une forme d'anticipation qui génère de l'angoisse. Il y a le moment du passage, ce moment où tout passe en quelque sorte, l'espace d'un instant, cette espèce d'entre-deux. Et puis, il y a la mort aussi pour les autres, ceux qui restent, et le travail de deuil. Donc il y a plusieurs morts, je dirais, à la limite. Et s'il y a refoulement de la mort, comme je le dis dans le livre, mais je ne suis évidemment pas le seul à le dire, c'est parce que le moment certainement de l'anticipation fait l'objet d'une dénégation si forte dans notre culture que la mort devient même plus pensable à la limite. Peut-être que moi-même d'ailleurs, dans mon expérience personnelle, je me souviens notamment du décès de mon père. J'ai certainement connu des défaillances prétextant l'éloignement pour venir à son chevet. Et si j'ai écrit ce livre, ce n'était pas simplement pour répondre à une demande qui venait plutôt
du côté de la faculté de médecine, des étudiants de médecine qui sont plus directement concernés par ce problème. Mais c'est aussi pour essayer de faire le point sur une expérience personnelle douloureuse. Mhm. Alors, je crois qu'on est tout à fait sensible à, à cette implication personnelle dans le livre, qui n'est pas explicite, mais qui se ressent en fait en filigrane au fil des pages. Je voulais qu'on revienne sur la mort interdite, donc sur le titre. Et c'est vrai que vous dites, ou vous laissez entendre, mais vous le dites, je crois, de manière assez claire, que nous vivons en quelque sorte une dénégation d'un droit, et d'un droit tout à fait paradoxal, qui serait le droit à mourir. Alors évidemment, nous connaissons une célèbre association du droit à mourir dans la dignité, mais je crois que ça n'est pas simplement ça dans votre propos, c'est un véritable droit à mourir qui s'oppose au fond au sens commun, puisque la mort peut nous apparaître comme une tragique nécessité, et plutôt comme hélas, un devoir mourir, et pas comme un droit de mourir. Est-ce qu'on peut revenir là sur cette notion paradoxale, au fond, du droit à mourir, qui nous serait aujourd'hui dénié? Le droit à mourir, tel que je l'entends, est plutôt lié au fait que la vie et la mort sont inextricablement entremêlées, liées. Et donc, s'il y a quelque chose comme un droit à mourir, c'est qu'il y a d'abord un droit plus fondamental, qui est de vivre, non pas simplement en suivant ce que Nietzsche appelle le troupeau, l'instinct grégaire, mais en essayant d'affirmer quelque chose d'unique, de singulier, qui nous appartient en propre, qui touche, je dirais, à l'intime. La question de la mort en particulier, tout comme la question de l'amour, que je mets en relation à la fin du livre, sont des questions qui, l'une et l'autre, touchent à l'intime, à ce qu'il y a de plus profond, de plus personnel en nous, et qui relèvent, là encore de mon point de vue, mais c'est ce que je vous dis là relève plus d'un sentiment que d'une démonstration conceptuelle, relève de ce que nous avons par conséquent de singulier, et qui tend à être effacé par les processus de normalisation qui conduisent à ces comportements stéréotypés, très individualistes que nous connaissons tous, à ce culte de la performance et du corps jeune, beau, insouciant, qui ne connaîtrait pas ou peu la finitude, l'expérience de la chair au sens biblique, et même si je ne suis pas croyant, est quelque chose qu'il faut penser cependant aujourd'hui, alors même que derrière le refoulement de la mort, il y a aussi le refoulement du corps, parce que c'est comme ça que ça commence en réalité. On le voit dans les magazines avec ces mannequins très stéréotypés. On le voit dans les médias en général. Il y a quelque chose qui est certainement le résultat d'une forme de conditionnement. Les sociologues en parlent beaucoup, justement. Je pense que les philosophes devraient les suivre davantage sur ce terrain. Des sociologues comme Patrick Baudry, notamment, parlent de... Oui. Et alors, on reviendra sur ce lien que vous faites et qui est très juste entre dénégation de la mort et dénégation du corps. Dénégation paradoxale, puisque le corps est glorifié et magnifié en quelque sorte, mais sous une certaine forme, stéréotypée. Ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est que vous faites le constat sévère et critique de la solitude des mourants. Vous nous rappelez, par exemple, qu'en quelques années, nous sommes passés de 30% à 80% de morts à l'hôpital.
Oui. Et bon, l'important, ce n'est pas que cela se passe à l'hôpital. L'important, c'est que cela se passe au fond dans la solitude, c'est-à-dire que les mourants, euh, au fond, passent de la vie à la mort, abandonnés et par les soignants et par les proches. Alors, je me demandais si ce constat, au fond, n'était pas un peu sévère, compte tenu du développement aujourd'hui des unités de soins palliatifs, par exemple, en milieu hospitalier. Ce sont surtout les proches du mourant qui font défaut dans les derniers moments. Combien de fois on entend telle ou telle infirmière, que ce soit ici à l'hôpital de Limoges ou ailleurs, qui, qui nous disent qu'ils appellent les parents, les proches, car ils savent que le patient euh, ne va pas finir sa nuit. Et combien de fois ces proches ne viennent pas. Oui. Donc c'est ça le problème. Mm. Et les personnels soignants, par contre, font un travail tout à fait admirable, très difficile, mais plein d'humanité, dans les soins palliatifs, mais dans beaucoup de services aussi, qui ne sont pas forcément toujours connectés avec les soins palliatifs. Oui. Alors justement, lors d'une expérience personnelle douloureuse, où l'un de mes tout proches, justement, était, était seul, non pas seul d'ailleurs, puisqu'il y avait une infirmière à son chevet, mais au fond, il n'y avait aucun membre de la famille au moment de sa mort, même si, au fond, il y avait eu auparavant une mort, entre guillemets, cérébrale, et qu'il n'y avait plus que la machine cardio-respiratoire qui continuait de fonctionner dans une perte totale de conscience. Cette infirmière m'a dit j'ai remarqué constamment que nos malades, nos moribonds attendaient d'être seuls pour mourir. Et cette remarque m'a paru tout à fait étrange. De vouloir être seul au dernier moment. Oui. Elle avait constaté cela, c'était une infirmière expérimentée, plutôt en fin de carrière, et c'est un constat qu'elle avait fait. Alors il ne faudrait pas que ce constat aille dans le sens de renforcer donc la solitude des mourants, évidemment. Non, mais c'est peut-être pour préserver ce dont je vous parlais, c'est-à-dire l'intime, euh, préserver cette partie profonde en nous, profondément enfouie, intime en ce sens-là, oui. Oui. Mais en même temps, il me semble que, à défaut d'être entouré par ses proches ou par le personnel soignant, le mourant a besoin de dérivations symboliques, comme je les appelle, c'est-à-dire d'un univers de représentation qui ne soit pas simplement conceptuel ou bien sûr qui ne soit pas simplement le reflet de la morale ambiante et qui ouvre sur une dimension pas non plus nécessairement religieuse, mais qui laisse place à la dimension symbolique. Alors justement, vous insistez, et vous avez raison, dans la ligne, par exemple, d'un ami proche de nous, c'est David Le Breton, donc plutôt psychosociologue, puisqu'il est issu à la fois de la psychologie et de la sociologie, et qui insiste beaucoup sur la déritualisation de notre société, c'est-à-dire la perte effectivement de rituels hautement symboliques, rythmant notre vie et le parcours, par exemple, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Et justement, à la lecture du livre, on se demande au fond ce que l'on pourrait reconstruire en termes de dérivation symbolique, en termes de ritualisation,
alors que c'est vrai, il n'y a plus grand-chose, et nous avons tous assisté, par exemple, à des épisodes de crémation sans dimension symbolique aucune, enfin qui sont d'une brutalité, d'une violence extrême. C'est vrai. C'est vrai. Cette déritualisation est déjà constatée par Louis-Vincent Thomas dans les années 70 et elle s'est accentuée depuis et avec le phénomène plus récent de la crémation qui se répand dans notre civilisation, on voit de quelle manière anarchique euh, le, la déritualisation crée un trouble et ne permet pas d'effectuer le travail du deuil comme il le faudrait. Les psychologues, les psychiatres savent les premiers que même si on n'est pas croyant, si on n'a pas de telle ou telle croyance religieuse, euh, un rituel, disons, laïque, le fait de lire par exemple une poésie, écouter une chanson qu'appréciait le défunt, enfin quelque chose de tel, et représente justement une dérivation symbolique nécessaire. Alors là, nous sommes plutôt dans la ritualisation funéraire, c'est-à-dire après la mort, et c'est vrai que c'est un moment capital pour faciliter le travail de deuil. L'absence là de rituel peut rendre le travail de deuil extrêmement difficile, voire impossible à faire, ce qui peut engendrer de graves désordres psychiatriques. Enfin, je pense par expérience à ce qu'on appelle les mélancoliques, qui sont des psychotiques, qui n'ont pas réussi justement à faire le deuil de la perte d'un être cher. Mais là, je voulais revenir au fond à quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que vous dites à propos de la communication, en lui redonnant un tout autre sens, de la communication avec le mourant, donc in articulo mortis. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'il n'y a peut-être pas que du dire, il y a aussi du faire possible à ce moment-là. Comment verriez-vous effectivement ce que vous appelez là un moment de dérivation symbolique qui malheureusement peut ne pas exister du tout, hein, puisque le mourant peut vivre ce passage dans la solitude la plus totale. À défaut de dire, une simple présence, me semble-t-il encore, une simple présence au chevet du patient est déjà quelque chose d'important. Et si en même temps on peut aider ce mourant à, à trouver une forme d'exutoire, à, à, à se cheminer vers une dimension mythique, je dirais, à la limite, oui. La dimension mythique au sens originel où le mythe nous rassemble, nous réunit autour d'un récit qui est, dans le fond, fantasmatique. Un récit généralement qui a trait à l'origine du monde, le destin de l'humanité, mais ici ça peut être un récit qui a trait à l'origine de la famille, à l'histoire personnelle des sujets qui sont impliqués. Quelque chose qui fasse sens, je pense que je suis pas sûr là encore, mais je pense que c'est ce que j'aurais dû faire pour accompagner mon père en tout cas. Oui. Alors là, vous faites référence évidemment à quelque chose à quoi les sémioticiens sont extrêmement attachés, puisque c'est à l'origine ce que nous avons fait. Nous avons étudié les mythes et les contes, c'est-à-dire au fond ce qui émane d'une communauté humaine, en particulier la mythologie, et nombreux sont les mythes d'origine de la mort, par exemple. En même temps, le mythe est quelque chose de dangereux. Le mythe est quelque chose de puissant. L'aspect fascinatoire du mythe, son pouvoir de cimentation des masses
est, est quelque chose de, de dangereux qu'il faut savoir maîtriser. Il ne faut pas se laisser aspirer dans cet espace du mythe qui peut prendre une dimension très vite fusionnelle. C'est toute la difficulté en même temps de penser ce rapport au mythe. On sait bien de quelle manière, au XXe siècle, l'expérience nazie a utilisé le mythe en ce sens fusionnel. Mais en même temps, il y a dans les mythes et même dans les contes ce très beau paradoxe que le mythe parle de toute autre chose que de moi, mais il parle en même temps de moi, et sans pour autant me démasquer, me mettre en position d'insécurité, me dévoiler trop aux autres. Et ça, c'est le bon côté plutôt du mythe. C'est vrai. Le mythe, en tout cas, a un pouvoir de cimentation. Jean-Luc Nancy disait en ce sens qu'il n'y aurait pas de nouvelle communauté s'il n'y a pas de nouveaux mythes. Et je pense que c'est profondément vrai, oui. De manière parallèle, je dirais que même si on n'est pas croyant, un aspect religieux que l'on peut considérer du point de vue laïque peut aussi apporter du point de vue symbolique une réponse à tous ceux qui considèrent que la mort est un événement absurde et que l'existence parfois que nous menons est elle-même absurde. Oui, et donc on remarque d'ailleurs la résurgence ici ou là de rites laïques. Enfin, je pense par exemple au baptême laïque qui se pratique dans les mairies avec parrain et marraine, avec au fond la disparition de toute dimension religieuse, et à quel point c'est un rituel qui est investi aujourd'hui, investi de manière très, très large et très importante, y compris d'ailleurs par les enfants, qui sont en général baptisés laïquement, alors qu'ils sont en pleine conscience du sens même du mythe. Donc je crois qu'on peut tout à fait aller de ce côté-là. Alors j'avais évidemment une question importante et qui est tout à fait d'actualité, qui est dans le décours de la loi Leonetti, tout ce qui concerne effectivement les pratiques d'euthanasie, et en particulier d'euthanasie active. Il me semble qu'à un moment, vous vous présentez comme plutôt favorable, plutôt en faveur de l'euthanasie active dans votre livre. C'est vrai qu'aujourd'hui, telle ou telle personne se sentant condamnée voyage du côté de la Belgique ou de la Suisse pour bénéficier d'une législation différente. Et dans un roman récent de Michel Houellebecq qui s'appelle La carte et le territoire, pour laquelle il a eu le prix Goncourt, il y a un personnage important, enfin, qui fait ce voyage justement pour bénéficier de l'euthanasie active, je crois en Suisse. Qu'est-ce que l'on peut, en tant que sociologue et philosophe, qu'est-ce que on peut penser au fond de l'euthanasie aujourd'hui, acte qui a été longtemps l'objet d'un rejet total, après, par exemple, comme vous le rappelez, la Deuxième Guerre mondiale. La distinction entre euthanasie active et euthanasie passive, dans le fond, me semble peu légitime. Car dans un cas comme dans l'autre, on décide quelque chose. Quand on décide d'arrêter une assistance respiratoire ou d'enlever une sonde gastrique, on s'engage dans une responsabilité forte. Et pour l'euthanasie active, à ce moment-là, s'il faut aller plus loin, s'il ne suffit pas de débrancher, entre guillemets, pour que le patient puisse partir tranquillement,
Euh, je pense que toutes les précautions étant prises, bien entendu, parce que l'euthanasie est toujours un excellent alibi qui peut dissimuler un crime, mais toutes les précautions étant prises, je pense qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin que la loi Leonetti. Mhm, mhm. Non, je crois que vous avez raison d'insister sur en fait le continuum qu'il y a entre l'euthanasie passive qui est tout de même largement pratiquée aujourd'hui et l'euthanasie active, ne serait-ce que d'après de ce que j'ai vu à l'hôpital où j'ai exercé pendant une dizaine d'années, le fait par exemple de prescrire une certaine dose de morphine en fin de vie est un acte d'euthanasie active, en fait, puisque on sait très bien que ça va provoquer non seulement une atténuation de la souffrance, ce qui est une chose, mais que cela va provoquer en fait la mort assez rapidement du patient. Oui, tout le monde sait qu'il y a une sorte d'hypocrisie Oui. qui entoure ces questions. Et certainement, là, il y a peut-être un héritage de notre culture judéo-chrétienne qui fait que le, le terme même d'euthanasie est diabolisé. D'ailleurs, la loi Leonetti ne parle jamais d'euthanasie. Mhm. Elle parle du droit de patient à refuser des soins, mais elle ne fait pas la distinction entre euthanasie passive ou euthanasie active. Elle condamne l'euthanasie. Et l'arrêt des soins n'est pas défini en tant qu'euthanasie passive. Donc il y a, vous voyez, presque un interdit sur le terme même d'euthanasie. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui, personnellement, qui m'inquiète beaucoup, euh, qui est le mouvement transhumaniste. On a affaire à des personnes qui se déclarent athées, mais qui semblent avoir remplacé Dieu par la science. Et ces personnes anticipent de peu le moment de leur décès, de manière donc, après une injection létale, à décéder sans que leur cerveau soit endommagé, donc encore oxygéné, de manière à se faire immédiatement cryogéniser, donc plonger dans l'azote liquide, avec cet espoir que peut-être un jour, hein, dans le futur, ils seront réanimés, j'allais dire ressuscités, puisque ce projet dissimule à peine un désir religieux d'immortalité. Et tout ça pour vous dire que finalement, que nous mettions Dieu ou la science d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de cette dimension symbolique. Mhm. Je pense que certainement ça va venir en Europe. Il y a toujours un petit décalage entre les États-Unis et ce qui se passe en Europe, même si nous avons une culture plus cartésienne, comme on dit, plus rationaliste. Mais c'est vrai que, en fait, à la lecture de votre ouvrage, je crois que peut-être la dimension justement sociologique qui émerge, c'est celle justement qu'on a évoquée de la déritualisation, de la désymbolisation de notre vie quotidienne, de notre vie sociale, une désymbolisation des âges de la vie, une désymbolisation effectivement de la finitude de l'existence humaine, c'est-à-dire au bout du compte une perte de sens, une hémorragie de sens qui est tout à fait inquiétante. Et ces pertes que vous citez sont le reflet de la civilisation actuelle, depuis ce qu'on a appelé la fin des idéologies notamment, les inquiétudes qui portent sur l'avenir avec le réchauffement climatique ou la crise financière, etc. Il y a une sensation générale d'un retrait ou d'une perte du sens absent, du sens qui fait défaut. Et il n'y a pas lieu de s'étonner que, vivant dans cette ambiance,
la, la notion même de vie et de mort n'en soit pas affectée. Ce qui me frappe, c'est que des gens vivant dans des pays, disons plutôt pauvres, voire très pauvres, avec des conditions matérielles très, très difficiles, ne connaissent pas cependant ce refoulement de la mort, car ils savent que la vie et la mort sont quelque chose qui sont entremêlés, liés. Mais il y a pour nous, dans notre culture, disons, occidentale, aujourd'hui un tel pessimisme qui fait penser un peu au déclin de l'Empire romain, une telle absence, je dirais même, de volonté de vivre qui m'inquiète de plus en plus. Et notre attitude face à la mort est certainement est le reflet de cette ambiance triste et morose, et cette absence d'avenir, cette absence de sens. Nos concitoyens, évidemment, ne se reconnaissent pas dans cette société individualiste qui privilégie le cocooning, comme on dit, le bonheur personnel, le petit confort personnel. Alors, parce que nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview, mais je crois que on ne peut que conseiller vivement aux auditeurs et aux internautes qui vont pouvoir écouter cet entretien de lire ce livre, parce que je crois que c'est un livre qui redonne du sens à ce verbe qui est le verbe mourir. Et je citerai à nouveau cette déclaration de Martin Heidegger qui dit « L'homme est le seul animal capable de mourir ». Parce que, ajoute-t-il, l'animal, lui, ne peut que périr. Et donc le constat serait que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, au fond, périssent mais ne meurent pas au sens plein du terme. Alors, justement, j'ai dédié ce livre à Philippe Lacoue-Labarthe, qui a été mon professeur à Strasbourg, qui enseignait Hölderlin, Nietzsche. J'ai suivi également un cours que Lacoue-Labarthe avait fait sur Heidegger, et où il avait abordé cette question de l'être pour la mort. Et effectivement, la question de la mort est une question de comment penser la limite, comment représenter l'irreprésentable. C'est une pensée qui nous fait prendre conscience du coup que toute pensée est finie, toute expérience est finie, mais que c'est une expérience quand même, et que nous avons quelque chose à traverser. Le mot expérir veut bien dire qu'il faut traverser la mort. Mais la traverser de manière sereine, dans la mesure du possible, c'est-à-dire avant tout bien vivre. C'est la sagesse antique, savourer chaque instant, ne pas se perdre dans le futile, et peut-être encore une fois essayer de voir la mort en face. Là je pense cette fois-ci à Hegel, même si, comme il le disait, c'est peut-être la chose la plus difficile, mais Hegel était un philosophe très conceptualiste, systématique, et peut-être qu'à défaut de concept, là encore, il nous faut aborder cette question plutôt avec le sentiment, avec le cœur, avec quelque chose qui s'adresse à l'intime. Merci beaucoup, Michel Salamon, d'être venu jusque dans les studios de la Web Radio pour nous parler de votre livre. Donc, La mort interdite, paru au Pulim, fin 2010, un ouvrage important,
qui contribuent justement à redonner du sens, à redonner du symbolique, peut-être à ce qui mérite le plus d'être réinvesti symboliquement, c'est-à-dire le bout de l'existence humaine, la mort, alors que c'est vrai, dans les médias, nous voyons tous les jours des centaines d'humains qui périssent, mais qui ne meurent pas au sens plein du terme, tel que vous l'avez resémantisé dans votre ouvrage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.